que si quelqu'un te dit ouais ton idée elle est bien, il n'est pas prêt à t'acheter, c'est qu'il est super gentil avec toi, mais au final l'attraction elle n'y est pas. Parce que derrière, souvent j'entends des gens qui disent moi je veux être entrepreneur parce que je veux pas dépendre d'un patron. Mais quoi? Mais moi, les patrons que j'ai eus, ils étaient durs, mais ils sont toujours moins durs que mes clients. Potentiellement, à la fin du mois, je pourrais ne pas manger. Parce que si j'ai le choix entre me payer pour manger ou payer mes équipes pour manger, je vais d'abord payer mes équipes. Le jour où je n'apporte plus de valeur à ma boîte, vous me le dites et on met quelqu'un d'autre à ma place. Le pilotage, c'est clé aussi. Si tu ne pilotes pas ton entreprise et si chacun de ton équipe ne pilote pas son équipe, ses chiffres, la boîte, elle va nulle part. Les équipes, pour moi, ça a toujours été, c'est un peu comme les enfants d'une certaine manière. Donc ça veut dire que les enfants, c'est quoi les secrets? C'est de répéter, répéter, répéter. Les équipes, c'est pareil, c'est répéter, répéter, répéter. Parti là, je me prends une douche très froide, je me fais une grosse séance de sport, je me reprends une douche très froide et là, je vais casser les montagnes. Je m'appelle Marvin Diaye et à l'âge de 20 ans, j'ai quitté mon job de cuisinier pour revendre des plats que je préparais dans la cuisine de ma maman. Et avec 1 500 € de capital, j'ai monté Freshio, une entreprise qui est passée de 0 à plus de 10 millions de valorisation en moins de 3 ans. Je m'appelle Mason Ndiaye, j'ai quitté mes études à 18 ans pour me lancer dans le business en ligne. J'ai créé plusieurs business qui ont dépassé le 1 000 000 € de chiffre d'affaires en moins d'1 an dans l'e-commerce, le consulting et le Web3. On a aujourd'hui fondé Ultra, qui est un cabinet de conseil et un fonds d'investissement qui accompagne les entreprises des 100 000 € de chiffre d'affaires annuel en fonction de votre business model. Notre but avec ce podcast est de partager notre expérience et celle de notre réseau afin d'aider un maximum de personnes qui sont dans la même situation qu'on était il y a quelques années à lancer un business profitable sur le long terme. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Ultra. Aujourd'hui, c'est un épisode juste exceptionnel parce qu'on a un invité exceptionnel qui est Jean-Christophe Conticello. Pour résumer en quelques chiffres, 100 millions de chiffre d'affaires, 650 employés et aujourd'hui, il va nous parler de quelques clés de son succès et de comment il importe donc sa vision dans les boîtes, comment il délègue, comment il fait travailler du coup ses équipes sur son business et lui travaille sur ses équipes. Salut JC. Salut Marvin, salut Mason. Merci d'être là. Hello. Salut Mason. Salut Marvin. Salut JC. Aujourd'hui, du coup, on a prévu de parler sur plusieurs sujets. On a la chance avec toi que tu aies une expérience très large, très grande. 100 millions, ça peut paraître beaucoup pour tout le monde, en fait. Maintenant, au quotidien, comment on crée la mission d'une boîte à 100 millions? Parce que moi, je suis là, j'ai envie de créer ma mission en tant que wannabe entrepreneur. Quels sont les bons éléments pour créer une bonne mission d'entreprise? Alors déjà, en préambule, merci à vous deux pour l'invitation. C'est toujours un honneur, ça me fait toujours plaisir d'être là. Ensuite, je suis content, après avoir parlé sur les podcasts précédents, de mon passé, de ce que j'ai pu gagner, de ce que j'ai pu tomber, vraiment de parler aujourd'hui de ce que je fais en tant qu'entrepreneur au jour le jour. Et aussi, il faut se rappeler, pour ceux qui ne le savent pas, mon métier, c'est surtout d'accompagner les entreprises dans leur évolution, que ce soit des startups, des scale-up et également des grosses entreprises. Ça va dans le domaine de la mode avec du LVMH, Kering, à du BNP, vraiment à toutes les grandes entreprises. Mon métier, c'est de les accompagner vers le fait d'être toujours plus efficace, d'être plus agile et d'être capable de s'adapter en permanence au changement, de s'adapter à leurs consommateurs aussi. Donc aujourd'hui, je suis très heureux de pouvoir en parler. Donc, pour revenir à ta question, comment en gros arriver à 100 millions et surtout comment par rapport à la mission en fait. C'est ça ta question. Exactement. Quelle mission? Donc déjà, moi plutôt que mission, je vais d'abord parler de vision. La vision, c'est ce qui se rapproche le plus du purpose, le why de ton entreprise. Donc déjà, lorsque tu crées, vous m'avez entendu parler dimanche, le point numéro 1 pour moi, c'est la vision. Et c'est marrant, juste avant de venir, je parlais encore à un entrepreneur que j'accompagne et dans laquelle, société dans laquelle j'investis cet après-midi. Je signe les documents juste après l'interview. Et justement, je parlais à cette entrepreneuse, on était sur les clauses de son pacte d'actionnaires et je lui disais, moi, ma vision sur mes projets, c'est 2050. Ça fait 11 ans que j'ai Womanity et 11 ans que je suis sur une vision à 2050, une vision long terme. Et justement, je combats aujourd'hui, et c'est même une des raisons peut-être pour lesquelles je viens sur les réseaux, c'est de combattre toutes les personnes qui sur les réseaux vont parler de « Ah, si demain tu veux devenir riche, si en 3 mois tu veux gagner 100 000, 200 000, 500 000 euros ou 15 000 euros par mois, abonne-toi. » Ce qui est intéressant, pour moi, le plus intéressant, c'est la vision à long terme. Donc d'abord une vision à 15 ans, à 20 ans, minimum 10 ans. Pourquoi? Parce qu'une entreprise, lorsque tu la crées, moi je dis toujours, tu vois si elle fonctionne au bout de 3 ans, plus l'année en cours. Donc moins de 3 ans et demi, tu ne peux pas vraiment voir
les fruits de ton résultat. Ce qui est important, c'est ce que tu as semé. Donc, tu sèmes pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Et après, à partir de la 3e et la 4e année, tu vois le retour de l'investissement que tu y as mis. Donc, déjà, c'est au moins 3-4 ans avant de voir, et en général, avant de pouvoir se payer. Moi, sur toutes mes entreprises, je ne me suis quasiment pas payé les 2, 3, 4 premières années. En général, les 2 premières années, je ne me paye pas pour ne pas alourdir l'entreprise. Les 2 années qui suivent, je me paye un salaire bas. Et c'est à partir de la 4e, 5e année que je commence à avoir un salaire correct. Et à partir de la 6e, 7e année, un bon salaire. Et au-delà, après, un salaire un peu plus correct, mais jamais des gros salaires parce que je préfère me payer sur les dividendes de l'entreprise. Et du coup, moi-même, je suis au variable. Et je trouve que c'est bien d'avoir un minimum pour vivre et après d'avoir un variable par rapport à ce que tu as réalisé. C'est ton retour sur investissement. Donc, pour moi, déjà, une vision toujours à long terme. Et comment je fonctionne, que ce soit avec les entreprises que je crée ou avec des entreprises que j'accompagne, c'est d'avoir donc la vision à long terme et après, je la décline. Et ce que je dis souvent, c'est qu'une fois qu'on décline, allez, disons à 10 ans, on va prendre. Après, je décline où je veux être dans 10 ans, dans 9 ans. Donc après, à 8 ans, 7 ans, 6 ans, 5 ans, 4 ans, 3 ans. Et après, à partir de 3 ans, on est plus proche. Donc 3 ans, 2 ans et demi, 2 ans, 1 an et demi, 1 an. Et à partir d'1 an, c'est tous les mois. Et là, du coup, je descends, j'arrive à 3 mois, 2 mois, 1 mois, 3 semaines, 2 semaines, 1 semaine. Et du coup, j'arrive à mes to-do list de la journée. Résultat, qu'est-ce qui se passe? Le fait d'avoir une vision long terme, c'est que déjà, les petits échecs que tu vas avoir, tu les relativises parce que tu es dans une vision long terme, premièrement. Deuxièmement, ça devient facile parce qu'il y en a qui se disent « Ah, il se lève, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui ?» Mais tout est écrit. Donc, tu t'es écrit ton programme. C'est comme quand tu veux faire, vous savez, les programmes de régime. Tu sais le jour 9, tu sais ce que tu vas manger. Le jour 18, tu sais ce que tu vas manger. Eh bien là, c'est exactement pareil. Et en général, ces programmes-là, si tu les suis à la lettre, ça marche. Je connais rarement des programmes, sauf des programmes de charlatans. Mais en général, tous les grands programmes, quand tu les suis à la lettre, ça marche. Créer son entreprise, c'est pareil. Tu passes au début du temps pour bien décliner ça. Bon, évidemment, d'abord, il faut bien valider qu'il y ait une traction marché. Tu ne peux pas directement arriver si tu n'as pas la traction à ce qu'il y a. Et là, d'ailleurs, la traction, ça fait partie des premières semaines. Voir s'il y a la traction. Après, tu peux pivoter, évidemment, mais le pivot fait partie de ta stratégie. Mais c'est bien d'avoir ta vision à long terme. Comment tu sais, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui... après, on reviendra sur le fondamental de la question, hein, mais c'est parce qu'il y en a une dedans. Beaucoup de gens sont ce qu'on appelle... Comment faire pour savoir si ta traction est bonne sur ton projet? Plutôt, c'est ça que j'ai envie de dire. Tu vends. Okay. Tu as des acheteurs. Dès que tu as 2 acheteurs, tu penses que ça veut dire que c'est OK? Ou ça dépend du produit? Déjà, à partir du moment où tu as un acheteur qui ne fait pas partie de tes amis, de ta famille, et qui est prêt à acheter, c'est déjà un élément. C'est-à-dire qu'il est prêt à acheter. Après, si tu as le deuxième, c'est du coup 2 fois mieux. C'est-à-dire que tu en as 2 qui sont prêts à acheter. Après, justement, ça fait partie de ton plan. À partir de quand tu te dis, il y a un marché. Okay. Donc, selon ton produit, peut-être qu'il t'en faut 2. Si on parle de montants importants, si tu parles de montants à 5 euros, bon, 2 personnes qui t'achètent pour 5 euros, ce n'est pas forcément significatif. Par contre, 2 personnes qui t'achètent un programme à 10 000 euros, c'est plus significatif. Voilà. Mais vraiment, c'est important. Même 5 euros, quelqu'un qui t'achète, déjà, tu as l'attraction. Parce que lorsque tu as l'idée, tu vas toujours trouver évidemment des gens qui te disent que c'est nul, mais tu trouveras toujours aussi des gens qui vont te dire « Ah, c'est super ». Et les gens qui te disent « C'est super », même des proches, dis-leur, tu leur donnes le prix, tu leur dis d'accord, si c'est 20 euros, tu peux me donner 20 euros et je t'offre le service. Mais tu me payes pour ça. Non, mais on verra plus tard, mais c'est vrai que l'idée elle est bien. Et tu verras, l'acte d'achat, ça fait la différence aussi. C'est-à-dire que si quelqu'un te dit ouais, ton idée elle est bien et qu'il n'est pas prêt à t'acheter, c'est qu'il est super gentil avec toi, mais au final, l'attraction elle n'y est pas. Donc, il faut d'abord qu'il y ait le premier acheteur, puis le deuxième acheteur. Et après, c'est toi qui décides quand est-ce que tu décides de scaler. Mais tu peux dire, par exemple, j'ai besoin de 10 clients qui payent pour pouvoir après passer de 10 à 100. Moi, j'aime bien les chiffres ronds. Déjà, le premier, c'est important parce que lui, déjà, il te valide le fait qu'il y ait au moins une personne sur la planète qui est prête à acheter ton produit. Après, tu te dis, si j'en ai 10, c'est mon step d'après.
À un moment où tu en as 10, tu dis je suis content, j'en ai 10. Je peux commencer à passer potentiellement d'une simple landing page, si c'est sur Internet ou quoi que ce soit, à quelque chose d'un peu plus important. Et à partir du moment où tu en as 100, si demain tu fais des t-shirts et tu attends d'avoir 100, à partir de 100, tu commences à avoir un début de production. Et si les 100, tu les as vendus en 8 jours, tu peux déjà en commander 1000. Parce que tu te dis, j'ai fait ça en une semaine, je peux espérer en faire 500 en 3 ou en 4 semaines. Donc pour moi, l'attraction, c'est bien de l'améliorer, mais aussi c'est important, tous les clients qui vont te dire, ou tous les non-clients, justement, c'est-à-dire toutes les personnes qui ne vont pas acheter, à qui tu vas le présenter et qui vont te dire, et ça, moi, c'est comme ça aussi que j'ai souvent réussi des projets. C'est-à-dire que je vais voir tout le monde, moi, et je vais voir une personne en me disant, tu m'achètes mon produit ? Si c'est oui, super. Si c'est non, ma première question, c'est qu'est-ce qu'il faut pour que tu l'achètes ? Il faut ça en plus, d'accord ? Il faut ça aussi, mais vas-y, écris-moi ce qu'il faut. Donc, je reformule la question. Si j'ai ça, ça et ça, tu l'achètes ? Oui, ok. Je reviens dans 1 jour, 2 jours, 5 jours, X jours, avec le produit fait. Ok, maintenant, tu peux mettre ta carte bleue et tu peux l'acheter, donc, parce que j'ai tout ce que tu veux. Et comme ça, je le fais pas pour 1, mais je le fais pour 2, 3, 5, 10 clients. Et comme je le fais pour X clients, eh bien à la fin, c'est sûr que j'ai mes acheteurs. Parce que si les clients, super, ils signent, ils payent. S'il n'est pas client, j'écris tout ce qu'il faut pour qu'il devienne client. Et comme ça, du coup, il devient client, il paye. Et où est-ce que tu situes alors, du coup, le fait de la création d'un produit, on va dire, tu sais, il y a toujours le truc qui dit un canal, un produit, et du coup, une typologie ou un format de client. Si à chaque fois, pour chaque client, tu modifies, tu fais une offre adaptée. Mais d'abord, moi, je vais d'abord avoir un persona. Okay. Mon persona, c'est mon client target. Et après, je ne vais pas adapter à chaque client, je vais faire évoluer à chaque client, c'est pas pareil. Mais toujours sur le même modèle. C'est sûr que si j'ai 10 clients qui me demandent des choses différentes, ça ne va pas le faire. Mais par contre, si les 10 clients me permettent de l'améliorer, au final, j'ai un produit 10 fois meilleur après et qui peut convenir aux 10 clients. Okay. Donc, j'industrialise dès le début ce process-là. Et comment tu gères le prix ? Le prix, déjà, de base, moi, j'ai toujours été sur des métiers où j'ai toujours facturé cher. Et j'ai toujours assumé de dire oui, je suis cher. Okay. Là où, souvent, ça m'est déjà arrivé chez des clients à plusieurs reprises qui me disent « Oh, vous êtes cher !» Oui, je suis cher. Je fais de la qualité et sur mon domaine, j'estime être le meilleur sur mon domaine ou faire partie des meilleurs. Et la qualité, ça se paye parce que j'ai toujours voulu être sur des business à forte valeur ajoutée et sur des business où justement j'assumais le prix cher. Mais il faut l'assumer après. Hein. C'est-à-dire qu'il y a toujours des marchés pour le vraiment pas cher, le discount, pour le milieu de gamme, pour le haut de gamme, pour le très haut de gamme, pour le luxe. Moi, sur tous mes métiers, j'ai toujours été, en tout cas, j'ai toujours essayé d'être parmi les plus chers, mais du coup, d'avoir la meilleure valeur ajoutée pour pouvoir dire aux clients, oui, je suis cher, mais à côté, je le vaux bien. Et si ça ne vous va pas, c'est pas grave. C'est que derrière, et ça marche en général. Je me rappelle chez un client dans l'industrie du tourisme où le client me dit « Ah, je ne vais pas vous garder parce que vous êtes vraiment trop cher ». Je me suis levé, je suis parti. Bon, c'est lui qui m'a rappelé. Et du coup, c'est sûr que s'il te rappelle, c'est gagné. C'est marrant que tu es la bonne personne. Parce qu'on faisait ce constat tout à l'heure avec, par exemple, les apéros qu'on a fait ce week-end. On s'est dit qu'on allait arrêter ce type de format parce qu'en fait, on faisait des places à 9 €. Et le problème des places à 9 €, c'est que tu pars dans une démarche bienveillante où tu aides les gens. Mais le problème, c'est que tu as aussi une entrée à ton produit ou ton service à ce prix-là. Et surtout, en fait, tu fais des places qui sont un peu bradées. Du coup, c'est compliqué de délivrer un service de qualité extrême avec 9 €. Et derrière, tu peux frustrer des gens, en fait. Et je me dis que c'est ça qui est bien avec la philosophie de oui, je suis cher, mais j'assume que je suis cher. Et derrière, en fait, je peux promouvoir, je peux faire mon service correctement, quoi. En fait, pour moi, une des clés du succès, c'est d'être cohérent. Être cohérent avec ton prix. Donc, ton prix doit être cohérent avec le service que tu donnes. Et comme je dis toujours, qu'est-ce qui est cher ou pas cher ? Est-ce qu'un produit à 10 €, quel qu'il soit, c'est cher ? Il y en a qui vont me dire « Ah, c'est pas cher, je prends à 10 €. » Mais ça dépend ce que c'est. Mais ça dépend ce que c'est. Moi, je préfère investir vraiment... je trouve que, par exemple, un joueur de foot que tu achètes 80 millions d'euros, mais qui te rapporte 120 millions d'euros,
Au final, 80 millions, c'est pas cher. Par contre, j'achète demain, je sais pas moi, un briquet à 3 euros, mais le briquet, je le prends et il ne marche pas. Ben, c'est cher 3 euros pour un produit qui ne marche pas. Donc, tout est par rapport au service que tu délivres. Si tu délivres beaucoup de valeur pour un prix pas cher, tu te brades. Si par contre, tu délivres un service minimum, c'est le cas des compagnies aériennes. Si tu prends Ryanair, ben c'est sûr que si tu payes le fait d'avoir une meilleure place, ben oui, mais ça veut dire que derrière, ça permet aussi à ceux qui n'ont pas d'argent de pouvoir aussi voyager. Ok, la place, elle est pour quelqu'un qui est tout petit, qui est tout mince. S'il est un peu costaud ou s'il est grand, ça va être compliqué, mais à la limite, il peut voyager au moins. Donc, et tu sais que c'est ça, si tu prends pas de bagages, si juste tu t'y prends à l'avance, tu peux avoir un billet pour faire un Bruxelles-Genève à 17 euros ou à 25 euros, c'est génial. Mais par contre, si tu veux une bonne place, si tu as un bagage à 29 kilos, si tu veux pouvoir étaler tes jambes, ben, le billet va peut-être te coûter 180 euros. Mais c'est pas grave en fait. C'est en relation avec le service. C'est ça que j'aime bien sur les compagnies low cost souvent, c'est que c'est au niveau de ce que tu peux, de ce que tu veux. Et c'est ça qui est bien. Mais par contre, il faut être toujours cohérent. Si tu donnes trop par rapport à un petit prix, tu te brades. Si tu ne donnes pas assez par rapport à un prix justement qui est très élevé, tu vas arnaquer les gens. Et c'est pas bien d'arnaquer les gens. Pourquoi ? Parce que tu es en mode, le contraire de ce que moi je suis, tu es en mode one shot. Et tout le monde peut arnaquer quelqu'un une fois et dire super, j'ai pris de l'argent. Wow, au final, j'étais sur un produit à 100 euros, tout le monde l'a acheté. Mais les gens vont l'acheter une fois. 1. 2, tu vas avoir une mauvaise réputation. Et la réputation, comme je dis souvent, c'est ta richesse. Moi, aujourd'hui, avec toutes mes années d'expérience, ma plus grosse richesse, c'est ma réputation. Les gens savent que je suis loyal, mais que ce soit mes équipes ou les autres, et que derrière, je n'arnaque pas les gens. Ça a aussi un prix. Et parfois aussi, on peut commettre des erreurs. On peut faire demain Apéro Ultra à 150 euros. Peut-être que derrière, ce sera peut-être trop cher par rapport au service. Et il faut pouvoir dire oui, je suis désolé, pouvoir assumer. Je peux avoir commis une erreur et à ce moment-là, sur le prochain, ce sera peut-être gratuit. Ou peut-être que sur le prochain un apéro, ben, vous pourrez avoir 2 fois plus. Ou je peux vous rembourser une partie. Ça peut arriver à toutes les marques, même les plus luxueuses, de commettre des erreurs. Demain, Lamborghini peut sortir un nouveau moteur et derrière, il peut y avoir un problème sur, que ce soit ou Rolex ou n'importe quelle grande marque, il peut y avoir un problème. Après, c'est le rôle de la marque de dire désolé, je récupère et je vous fais un geste. Là, moi, je viens d'acheter des produits il y a quelques semaines sur une nouvelle marque qui se lançait. Les produits, je devais les avoir 4 jours après. Je les ai eus 4 semaines après. Ok, mais au final, celui qui me l'a fait, j'ai eu des messages quasiment tous les 2 jours d'excuses. J'ai eu un t-shirt en plus. J'ai eu un cadeau en plus. J'ai eu 20% à la fin. Bon, je vais continuer d'utiliser cette marque. Et je vais promouvoir cette marque parce que j'ai aimé le service client. Et ok, il y a eu une erreur. Ça arrive à tout le monde d'avoir des erreurs. Ils démarrent, il y a une erreur de logistique. C'est pas grave si ils prennent le temps d'expliquer et s'ils font les gestes qui vont bien. Si j'avais eu 0 geste, j'aurais dit plus jamais je prends cette marque et en plus je deviens un détracteur et tous les gens qui vont me parler de cette marque, je vais dire c'est une marque nulle parce que derrière il n'y aura pas le service qui va avec et ils n'auront pas compensé l'erreur. Ils ont compensé l'erreur. Je parle à tout le monde de cette marque autour de moi. C'est incroyable. J'ai 2 questions pour toi, JC. La première, c'est qu'est-ce que c'est pour toi, selon toi, un entrepreneur ? Et est-ce que tout le monde peut être ou devrait être entrepreneur ? Alors, non, pas devrait, mais peut être. Peut être. Ah, c'est pas pareil. Je vais commencer du coup par celle-là. Est-ce que tout le monde peut être entrepreneur ? Non. C'est-à-dire que, d'ailleurs, souvent dans mes conférences, bien que je sois un entrepreneur né, et que j'adore l'entrepreneuriat et que j'adore les entrepreneurs, je suis le premier à dire que je ne conseille pas à tout le monde d'être entrepreneur. Parce que pour moi, c'est une vocation. Je suis un peu contre la mode de dire oui, c'est bien d'être entrepreneur. Et voir, il n'y a que les entrepreneurs. Et la dernière fois, j'écoutais quelque chose que tu disais, en disant il y a aussi besoin des salariés. Il y a même surtout besoin des salariés. Parce qu'un entrepreneur tout seul, et là je vais répondre à ta première question, c'est quoi l'entrepreneur ? Pour moi, parce qu'après, là aussi, ce n'est que mon opinion.
Et que ce soit dans ce podcast-là ou dans les autres, je ne suis pas un donneur de conseils. Moi, je parle de ce que je connais et de ce que j'utilise et de comment je le fais. Mais je ne suis pas là pour donner des conseils aux autres. Que les autres s'inspirent de mon expérience, c'est pour ça que je suis là. Mais par contre, tout ce que je dis vaut pour moi et peut valoir pour les autres, mais ce n'est pas une certitude non plus. Il n'y a pas de science exacte. Donc pour moi, en tout cas, un entrepreneur, c'est un chef d'orchestre. C'est quelqu'un qui va savoir embarquer les autres, qui va savoir utiliser les compétences des autres. Je ne pense pas qu'un chef d'orchestre soit le meilleur flûtiste, pianiste, guitariste au monde. Mais par contre, il peut savoir comment fonctionnent les différents instruments et surtout, il sait coordonner chacun. Et je pense que le meilleur chef d'orchestre du monde est la personne qui sait le mieux coordonner au monde les personnes qu'il a autour. Et ça, pour moi, c'est exactement ça l'entrepreneur. C'est quelqu'un qui sait coordonner les équipes qu'il a autour, qui connaissent le sujet très bien. Même si je pense que les meilleurs entrepreneurs ne sont pas des experts, ça, c'est, en tout cas, j'en ai la conviction personnelle que souvent, les meilleurs experts ne font pas des bons entrepreneurs et c'est fine d'être un bon expert. C'est génial d'être un super salarié. Et moi, par exemple, mon équipe proche, une bonne partie de mes équipes qui travaillent avec moi sont des entrepreneurs qui travaillent avec moi. Et pourtant, ce n'est pas eux qui ont créé l'entreprise. Mais pour moi, ce sont des entrepreneurs. Vous connaissez Yannick. Yannick est un entrepreneur. Ouais, clairement. Il a quand même monté une boîte. Je l'ai fait démarrer en Belgique avec quoi ? Il y a peut-être 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Peut-être 2. Aujourd'hui, il en fait 20. C'est un entrepreneur. Et derrière, il m'a suivi. Et pour reprendre un des points que j'ai dit dimanche, souvent, les entrepreneurs ou les patrons vont dire « Oui, moi, j'ai 50, 100, 200, 500 personnes qui travaillent pour moi. » Moi, je travaille pour mes équipes. Et il y a toute une différence entre dire « Ils travaillent pour moi » ou « Je travaille pour eux ». Moi, je travaille pour mes équipes pour les faire grandir et pour faire d'eux de super entrepreneurs aujourd'hui, demain et après-demain. Moi, mon rêve, c'est que les équipes qui travaillent avec moi, aujourd'hui, ils puissent bénéficier des fruits de l'entreprise et du coup gagner aussi de l'argent et gagner de l'argent en rapport avec ce qu'ils ont créé et avec ce qu'on a tous créé. Que demain, ils puissent être encore entrepreneurs et peut-être avoir leur boîte et que je sois actionnaire ou pas. Si je le suis, c'est bien. Si je ne le suis pas, c'est pas grave. Et qu'après-demain, justement, ils puissent avoir leur boîte et exploser. C'est tout ce que je leur souhaite, en fait. Et donc, pour reprendre ta question, la première, le rôle d'un entrepreneur, c'est d'être un chef d'orchestre et d'être capable d'embarquer ses équipes pour faire le meilleur projet, la meilleure œuvre, le meilleur chef-d'œuvre possible. Et la deuxième, est-ce que tout le monde peut devenir... il faut avoir déjà une forte envie de l'être. Il faut avoir une vocation quand même. Et il faut être capable de faire beaucoup de sacrifices. D'abord pour être entrepreneur. C'est-à-dire qu'un entrepreneur qui veut pas beaucoup travailler ou qui est focalisé sur vie privée, vie pro, peut-être qu'il peut être entrepreneur à son niveau. Je dis pas, mais pour moi, dans ma tête, un entrepreneur, mais là encore, pour moi, c'est ma conviction, c'est quelqu'un qui va avoir envie de grandir, envie de scaler son entreprise. On peut très bien être entrepreneur et dire, moi, ça me va d'être tout seul, je suis dans mon truc et voilà, et je fais mes 6 heures par jour et tout ça, donc j'ai rien contre ça. Mais pour moi, dans ma vision de l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui va vouloir scaler. C'est quelqu'un qui va vraiment dire, moi, c'est vraiment l'esprit start-up. Comme vous l'avez peut-être vu, le terme start-up est né pour mon année de naissance en 76. Ah ouais ? Ouais, j'ai vu ça hier. Et du coup, start-up, c'est le fait de grandir, de démarrer quelque chose, de le faire grandir. Scale-up, le fait d'aller plus haut. Donc pour moi, un entrepreneur qui crée une start-up, c'est quelqu'un qui a vocation à faire grandir quelque chose. Et un entrepreneur, il y a un petit côté aussi sacrifice. Il faut savoir encaisser. Moi aujourd'hui, pour prendre mon exemple, tous les jours j'encaisse, tous les jours je fais des erreurs. Et c'est pas grave. Et il y a des jours qui sont plus faciles que d'autres. Et en général, un entrepreneur, il en chie beaucoup au jour le jour. Donc, être entrepreneur, c'est pas le Graal non plus. Comme vous le savez, j'ai 3 enfants. Mon souhait numéro 1, c'est pas forcément qu'ils deviennent entrepreneurs. S'ils le deviennent, c'est parce qu'ils en ont envie.
Mais pour moi, il ne s'agit pas de leur dire « soyez entrepreneur, c'est le rêve ». Ce n'est pas le rêve d'être entrepreneur. Sérieusement, c'est presque un enfer d'être entrepreneur. Parce que derrière, souvent, j'entends des gens qui disent « moi, je veux être entrepreneur parce que je ne veux pas dépendre d'un patron ». Mais quoi? Mais moi, les patrons que j'ai eus, ils étaient durs, mais ils sont toujours moins durs que mes clients. Parce que mes patrons, moi, aujourd'hui, c'est mes clients. Premier patron, c'est mes clients. Et mes deuxièmes patrons, c'est mes employés. Parce qu'il faut que je satisfasse mes clients et mes employés. Et si je ne satisfais pas les deux, je n'ai pas d'entreprise. Parce que si mes clients ne me payent pas, je ne peux pas me payer, je ne peux pas manger et je ne peux pas nourrir mes équipes non plus. Donc, c'est extrêmement dur et c'est beaucoup plus dur d'avoir des clients que d'avoir un patron. Donc, il y a un mindset d'entrepreneur qui est fort et qui est important. Et les premiers critères, c'est ça doit être une vocation. Il faut être prêt à encaisser. Il faut être prêt à se dire, ce qui était mon cas au début dans chaque entreprise que j'ai créée, que potentiellement à la fin du mois, je pourrais ne pas manger. Parce que si j'ai le choix entre me payer pour manger ou payer mes équipes pour manger, je vais d'abord payer mes équipes. Je ne sais pas si vous connaissez l'adage qui dit Leaders eats last. Donc en gros, c'est ça. C'est-à-dire que d'abord, je vais payer mes équipes et après, je vais me payer. Il faut être capable. Ce n'est pas donné à tout le monde. Et qu'on soit entrepreneur ou qu'on soit leader d'un projet, d'une entreprise, c'est d'abord une charge. Donc il faut être capable de dire « Ok, là, j'ai la charge de mes équipes aussi ». Donc pour moi, ce sont les ingrédients principaux de l'entrepreneur. Donc tout le monde ne peut pas être entrepreneur comme tout le monde ne peut pas être un sportif de haut niveau. C'est pareil, parce qu'il y a une discipline à avoir, il faut être capable de suivre sa discipline. Par contre, si on a envie de l'être et qu'on est prêt, et c'est là où tout le monde qui est prêt à faire des sacrifices, tout le monde qui est prêt à se dire « oui, je veux ça, mais pour avoir ça, je peux encaisser telle ou telle chose et je suis prêt à faire des sacrifices », alors oui, tout le monde peut l'être. Hop, 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 je viens de voir que plus de 80% des gens qui regardent cette vidéo ne sont pas abonnés aujourd'hui. Alors, si tu veux soutenir le podcast et la chaîne, abonne-toi s'il te plaît et mets-nous un like. Allez, je te laisse reprendre maintenant. C'est quoi les qualités d'un bon entrepreneur? La première, c'est quelqu'un qui encaisse, comme en boxe. Il est prêt à encaisser. La deuxième, je dirais, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de l'échec. C'est pas grave. Parce qu'on échoue tous les jours. Autre qualité, c'est quelqu'un qui est capable de se mettre de la discipline dans son travail. Comme je disais, vision à long terme, et avant tu déclines et tu es capable de faire le robot. Et enfin, je dirais, il y en a beaucoup de qualités nécessaires. C'est quelqu'un qui doit être déterminé, évidemment. Mais je dirais, peut-être que je mettrais en priorité la capacité à embarquer les autres. C'est même le numéro 1. Parce qu'il faut être capable d'embarquer ses clients, d'embarquer ses équipes, d'embarquer toute la journée et de pitcher. En fait, tu pitches du matin au soir. Tu pitches tes équipes pour les motiver, tu pitches tes clients pour leur vendre. C'est un pitch permanent. Et donc, il faut être capable d'avoir l'énergie toute la journée, malgré tous les problèmes que tu as. Ça m'arrive X fois par jour d'avoir un problème et de me dire « Oh là là, mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi j'ai fait ça ?» Et dans la foulée après, de me dire, d'être happy face. Et en étant happy face, de se dire « Ok, maintenant, je dois vendre, pitcher ou embarquer mes équipes. » Tu disais qu'un entrepreneur, c'était quelqu'un qui était à l'aise, enfin qui n'avait pas peur de l'échec. Et je trouve que c'est quelqu'un qui effectivement n'a pas peur de l'échec, mais qui n'est pas à l'aise avec. Je ne sais pas si tu vois la nuance, parce que je vois tout à fait. Parce que tu as eu des échecs, mais tu n'es pas du tout à l'aise avec ça. Tu es même très mal à l'aise, vu les trucs que tu as retentés par la suite et qu'au final, c'est une réussite. Mais je trouve qu'il faut pouvoir embrasser l'échec, parce que se dire c'est raté, c'est pas grave. Mais au fond, c'est grave et je vais trouver autre chose pour le faire. Mais déjà, de base, je dis toujours, pour moi, que réussir n'est pas une option. Alors, je dois réussir. Mes échecs au quotidien, c'est mon entraînement. C'est comme quand tu es footballeur. Si tu rates une passe à l'entraînement, c'est pas grave. Si tu rates une passe en match, c'est grave. Ça peut te coûter un but, ça peut te coûter le match, ça peut te coûter une finale, ça peut te coûter une coupe, ça peut te coûter ta carrière. Je ne sais pas si vous avez vu le reportage sur Beckham, mais s'il n'était pas aussi fort psychologiquement, le penalty, à un moment, il a raté un penalty en Coupe du Monde où il a commis une erreur, à un moment, une faute sur Simeone, et le pays l'a haï pendant des années pour un fail. Donc, un fail à l'entraînement, c'est pareil au niveau entrepreneur.
un petit fail, c'est pas grave. Mais ce qui est important, c'est par contre, dans la durée, déjà, de ne pas reproduire ces fails. Parce qu'évidemment, chacun des fails, comme tu dis, je ne suis pas à l'aise avec et je le vis hyper mal. C'est-à-dire que oui, il faut embrasser l'échec et se dire ok, c'est pas grave. Mais par contre, faut pas rester dessus, quoi. Faut pas rester dessus. Et moi, c'est ma capacité à rebondir très vite sur chaque échec. Je me dis c'est pas grave en fait. C'est comme si moi de toute manière, je suis un fan de foot, donc je fais beaucoup de comparaisons entre l'entrepreneuriat, le business et le foot. C'est comme si tu es un attaquant. Tu rates un tir, tu le mets à côté alors que tu pouvais le mettre. Il ne faut pas rester bloqué dessus et dès que tu as la balle, il faut se relancer et retirer. Voilà, il ne faut pas être là, cogiter. D'ailleurs, les meilleurs attaquants, souvent, ce sont les gens qui cogitent le moins, qui réfléchissent le moins. Et si tu réfléchis trop en tant qu'attaquant, en général, c'est rare d'être un bon attaquant. Et au niveau business, c'est pareil. C'est-à-dire que tu te relances vite, tu essayes juste de ne pas refaire la même erreur. Parce que là, si tu refais 2 fois la même erreur, là, c'est compliqué et là, tu peux aussi perdre ton entreprise et même par rapport aux autres. Donc, faire l'erreur une fois, c'est pas grave. Par contre, faire 2 fois la même, là, c'est problématique. Donc, je te rejoins. Être à l'aise, c'est pas bon non plus. Il faut quand même, moi, comme je disais à mes enfants quand ils étaient jeunes aussi, qui faisaient un match, et je le dis aussi parfois à mes équipes pour certains pitch clients, gagner, c'est pas grave. C'est l'unique chose qui compte. C'est-à-dire qu'il faut quand même mettre de la pression et de l'enjeu quand même. C'est-à-dire qu'il ne faut pas mettre trop d'enjeu, mais il faut quand même en mettre. Parce que si au final tu ne mets pas d'enjeu en disant « bon, c'est pas grave, j'ai failé », bon, l'objectif c'est quand même de gagner en fait. Je trouve que le bon entrepreneur, il est quand même vachement bipolaire. Hein, parce que tu dois embrasser l'échec, mais en même temps, c'est pas grave. Tu as reçu toutes les mauvaises nouvelles de la journée, mais tu dois dire à tout le monde, tout va bien, vous inquiétez pas, on va tout de moon et tu as peut-être ton compte à découvert. Tu vois, c'est quand même un truc qui est, pour moi, donc très peu de personnes ont la capacité. Et tu parlais du fait que c'était une vocation, je le pense tout autant. Mais comment, entre guillemets, c'est plus ça, parce qu'aujourd'hui, tu sais, comme toi, là, tu es JC de 30 ans d'entrepreneuriat derrière, mais comment au début, tu le travailles, comment tu le développes, comment tu sais que c'est pour toi? Alors déjà, tu parlais de bipolarité, c'est marrant parce que ce matin, il y a quelqu'un de mon équipe qui gère l'activité Impact Positif chez nous, We Impact, qui m'a parlé d'un livre, et d'ailleurs j'ai commencé juste avant d'arriver, mais je terminerai ce soir, un livre qui s'appelle, je crois, The First Madness, quelque chose comme ça. C'est justement sur la bipolarité des entrepreneurs et la folie des entrepreneurs. Et oui, je pense que tu as raison. Il y a un côté où tu dois tout le temps montrer le happy face auprès des équipes, auprès des clients. Sinon, tu ne vas pas embarquer les gens. Alors que derrière, potentiellement, les heures qui ont précédé, tu t'es pris des claques monumentales. Tu étais à terre. Et c'est dur parfois. Tu es là, tu es à terre. Et puis, tu te retournes et puis tu as les équipes. Alors, on fait comment là pour tel projet? Yes, on y va. Mais à côté, tu t'es pris des claques potentiellement qui peuvent t'avoir coûté l'entreprise. Comme tu dis, tu es à découvert. La banque peut te dire on va fermer tes bureaux, on va tout arrêter. Et tu as les équipes qui te disent bon, il y a une soirée à 15 000 € ce soir, il faut faire le chèque. Ouais, on y va. C'est pas évident, mais d'un côté, c'est aussi ce qui fait aussi la force de l'entrepreneur, sa capacité à être toute la journée en up and down et se dire à un moment, ben voilà. Un dernier point, tu parlais du coup du fait de ce up and down et de continuellement en fait, c'est cette bipolarité. Comment est-ce qu'on fait pour garder ce moral malgré qu'en fait ça soit super dur pour certains? Tu vois, peut-être certains qui écoutent ce podcast aujourd'hui, ils sont dans une période hyper difficile, ils voient pas la lumière, ils ont l'attraction avec leurs produits, etc. Mais quel message tu leur donnerais? Alors déjà, je vais revenir sur le premier point qu'on a eu tout à l'heure, la vision à long terme. Si tu as une vision à long terme, tu sais où tu vas. Il n'y a pas pire que ne pas savoir où on va. Parce que là, tu es dans le tunnel et tu ne trouves pas la sortie. Si tu sais où tu vas, que ton chemin il est très clair, que tu sais à l'avance que ton chemin va être semé d'embûches, parce que tous les projets, moi il faut savoir qu'un des pitchs que je fais à mes clients, chaque fois que je vais voir un client, je leur dis, on démarre un projet, je pense que je suis le meilleur pour réussir avec vous. Par contre, je vous dis à l'avance, on va échouer. En général, ils me regardent. Ils disent, je pense que tous mes concurrents vont dire
qui vont réussir. Moi, je vous dis que je vais réussir aussi à la fin. Par contre, là où eux ne vont pas vous parler du déroulement, moi, je vais vous parler du déroulement. Et dans le déroulement, on va échouer plusieurs fois. Parce qu'un projet qui se passe sans accro, c'est que d'agence tout risque. Ça n'existe pas un projet qui se passe sans accro. Donc, il y a toujours, évidemment, des projets avec des accros. La seule différence, c'est que moi, je serai à vos côtés 24 heures sur 24. Si vous m'appelez, je serai toujours là et je viens, même si je suis en voyage n'importe où, je viens, je me déplace et je suis avec vous dans la mine. Donc, pour répondre à ta question, ce que je dis aux entrepreneurs qui tournent en rond, déjà, la première chose, c'est que s'ils ont une vision à long terme, ils ne peuvent pas tourner en rond parce qu'ils savent où ils vont, premièrement. Deuxièmement, le tunnel, si tu sais où tu vas, le tunnel a toujours une sortie. Il y a toujours la lumière à la fin du tunnel. C'est comme la pluie, après la pluie, il y a toujours la fin de la pluie. Voilà. Il y a toujours le beau temps à un moment, même si à Bruxelles, il n'y en a pas beaucoup. Il peut venir au bout d'un jour, au bout de 3 jours, au bout de 2 jours, mais à un moment, le beau temps revient. Donc à un moment, tu sors toujours de là. Et je peux vous dire, comme je l'ai dit dimanche pendant l'événement, je suis revenu plusieurs fois de l'enfer. Et à la fin, on revient toujours de l'enfer. Donc, ce n'est pas une fatalité. Si on a l'attraction. Par contre, il ne faut pas hésiter à pivoter, à s'adapter. C'est pas grave, il ne faut pas rester non plus. C'est bien de persévérer. Souvent, on me dit la détermination, la persévérance. Oui, c'est bien pour l'entrepreneur, mais à condition d'être capable de pivoter aussi. La persévérance, elle est sur la durée, sur un business global. Mais à un moment, si l'attraction, tu ne l'as pas ou que ça ne prend pas, pivote. C'est pas grave. Et un autre point à dire aussi, qui est important, parce que lorsque les personnes sont aussi dans les méandres du ça marche pas, du négatif et tout, il y en a plein. Même moi, ça m'est arrivé certains jours. Et ça m'arrive encore certains jours. Déjà, ok, on vient de dire, ça ne dure pas. Et 2, ce n'est que du business. Si vous avez la santé, votre famille a la santé, vous pouvez toujours rebondir aussi. Le passage, à un moment, arrêter une boîte, c'est pas la fin du monde non plus. Vous pouvez redevenir salarié ailleurs, c'est pas la fin du monde. Peut-être que votre avenir, il est peut-être plutôt là. Si ça, vous vous relancerez lorsqu'il faudra. Je suis passé par la case salarié au début. Après avoir une... Je suis repassé par la case salarié après m'être planté. Lorsque tu vends une boîte et qu'après tu finis ton earn-out, tu es encore salarié. Aujourd'hui, je suis salarié quand même. Je suis patron d'entreprise, mais en même temps, je suis patron d'une, mais de plusieurs aussi. Mais j'ai aussi un côté salarié. Donc, oui, au final, c'est pas grave en fait. Et c'est marrant parce que hier soir, j'avais quelqu'un qui me disait, dans mes équipes proches, j'ai 2 personnes hier qui m'ont posé une question et qui m'ont dit, JC, aujourd'hui, tu travailles pour quelqu'un. Pourquoi tu fais ça Je disais, mais déjà, je suis autonome. Donc moi, ça me va d'être autonome. C'est mon entreprise. Et je disais, mais rappelle-toi, Steve Jobs, il avait combien d'Apple? Il avait 0,34%. Et à la fin, je crois que quand il est mort, il avait 0,12 ou 0,17. Ah ouais? Bien sûr. Ouais, à la fin, il avait moins d'1%, mais toute la décennie, il avait moins d'1%. Ah, tu sais que je ne savais pas du tout. Bien sûr, si vous reprenez le pourcentage des parts de Steve Jobs, il n'y a qu'à la création qu'il avait un gros pourcentage. Après, très vite, son pourcentage a largement diminué. Après, il s'est fait sortir. Il s'est fait sortir, etc. Oui, mais même quand il est revenu. Mais oui, mais même racheter des actions, ça vaut des milliards. Ouais. Donc au final, il y a des actions qui lui ont été octroyées, qui lui ont été données. Il était milliardaire à sa mort? Je ne sais même pas si Steve Jobs a été milliardaire. Je ne sais pas, même s'il l'était, parce que je pense qu'à 0,15 ou à 0,60% d'Apple qui vaut X milliards, peut-être qu'il l'était, peut-être pas, mais au final, peu importe en fait. Il y en a qui me disaient, oui, mais t'es pas majoritaire. Je m'en fous en fait. Je suis autonome, ma boîte c'est mon bébé, et c'est ça qui compte en fait. Si demain j'ai plus d'autonomie, là je n'ai plus de raison d'être sur mon rôle. Mais à partir du moment où j'ai de l'autonomie, c'est ça qui compte, peu importe le pourcentage. Je dis ça aussi parfois pour les entrepreneurs qui veulent garder leur capital à tout prix. Mais pourquoi? C'est quoi le sujet de garder à tout prix son capital? Encore faut-il avoir les bonnes personnes autour de soi. Mais le fait de garder à tout prix, il faut se dire une chose. La valeur d'une entreprise, c'est, en premier lieu, ces personnes. Et la première de ces personnes, c'est le fondateur. Donc ça veut dire que les autres, à moins qu'ils soient demeurés, tant que tu apportes de la valeur, et normalement, c'est le rôle d'entrepreneur. Moi, j'ai toujours dit,
à mes équipes, le jour où je n'apporte plus de valeur à ma boîte, vous me le dites et on met quelqu'un d'autre à ma place. Et c'est fine en fait. L'objectif, c'est l'entreprise. Moi, je peux apporter de la valeur ailleurs. Donc, je leur ai tous dit, dites-le moi, soyez francs avec moi. Le jour où j'apporte plus de valeur, je bascule, je fais autre chose et on trouve quelqu'un qui apporte plus de valeur que moi à l'entreprise. Donc, au final, ce qui compte, tu seras toujours là. Steve Jobs, c'est un très bon exemple. Il était là parce que mondialement, personne n'apportait plus de valeur à Apple que Steve Jobs. C'est pour ça qu'il était là. Mais n'importe qui aurait pu le sortir à n'importe quel moment. Mais qui aurait pensé sortir Steve Jobs d'Apple alors que c'est lui qui apportait le plus de valeur? Qu'il est 0,15, 28, 39, 64 ou 2% de la boîte. Peu importe, c'est la valeur que tu apportes qui est le plus importante. C'est la même chose qu'avec tes clients. C'est la valeur que tu apportes. Et toi, en tant qu'entrepreneur, c'est la valeur que tu apportes à ton entreprise, la valeur que tu apportes à tes clients, la valeur que tu apportes à tes salariés. Comment tu gères la perte de confiance? Par exemple, quand tu énonces du coup le fait que tu vas aller très loin, très fort, très vite, et qu'au final, que ce soit vis-à-vis des équipes ou vis-à-vis peut-être même des clients, tu n'arrives pas à l'objectif aussi rapidement que prévu, ou qu'il y a beaucoup de... Tu sais que l'être humain, quand il fait confiance, quand il fait confiance, il a envie de s'abandonner, tu vois. Et comment tu gères les turbulences entre-temps pour pas perdre trop, j'appelle ça les dommages collatéraux, mais pas perdre trop de personnes pendant l'aventure? Alors déjà, ça va dépendre des personnes. Si je prends mon exemple, je suis toujours très ambitieux. Et donc, je cours toujours. Et je suis rarement arrivé exactement à l'objectif que j'ai communiqué à tout le monde. Par contre, je m'en suis toujours approché. Et dans tous mes objectifs, je suis toujours proche. Vous connaissez les OKR? Ouais. Le principe de l'OKR, c'est quoi? C'est d'être ambitieux, très ambitieux, mais atteignable. C'est-à-dire un OKR, s'il est réussi à plus de 70%, c'est pas normal. Normalement, un OKR, il doit être à peu près à 70%. C'est-à-dire que si tu es à plus, si tu es à 98% de ton OKR, tu peux être satisfait de toi, mais d'un autre côté, il faudra que tu sois plus ambitieux la prochaine fois. Parce que l'idée, c'est que tout le monde soit là-dedans. Et donc, comment manager les expectations, c'est ça que tu me dis? Ouais. C'est en le disant à l'avance, en disant, les gars, on vise les étoiles. Si on finit à la Lune, je crois que c'est ça l'expression. Non, on vise la Lune. Voilà. Si on vise la Lune et qu'au final... Justement, la Lune est plus proche que les étoiles. Ah. Et du coup, il y a des gens qui disent on vise la Lune pour tomber dans les étoiles, mais c'est pas vrai parce que les étoiles sont plus loin, je pense. Ah, Ouais. ok. Ouais, Et du coup, tout ça pour dire que de fixer... moi, je vais plutôt fixer... Moi, si à 100, je vais fixer un 150 la première fois. Mais après, par contre, dès le début, je dis, les gars, on fixe le 150. Mais sachez que si déjà on finit à 80, on est déjà très bon. On est déjà très content. Et donc, en permanence, parce que soit pour moi, pour mon entreprise, pour mes équipes, je donne toujours des objectifs court terme. J'ai une vision à long terme, mais les objectifs, comme je vous le disais, sont aussi, au final, vont être à 3 ans, à 2 ans, à 1 an, à 9 mois, à 6 mois. Et en permanence, je fais du reforecast pour ne pas démotiver les gens au bout de 5 mois en disant wow, on n'est qu'à 20% de l'année, à 6 mois, au final, on ne va pas y arriver, donc on jette les armes. Et moi, passer pour un rigolo. Donc en permanence, on suit les objectifs de tout le monde. On suit nos propres objectifs. Moi, tout le monde connaît mes objectifs dans l'entreprise, connaît les objectifs de l'entreprise. Et au final, on avise et on pilote en permanence, en fait. Comme je le disais, le deuxième critère après le plan, non, le troisième critère, le premier, c'est la vision. Le deuxième, c'est le plan. Le troisième, c'est le suivi. Et c'est hyper important, le suivi. Parce que si tu n'es pas dans les clous, il faut se poser les questions. Pourquoi tu n'es pas dans les clous? Est-ce que c'est toi, en tant qu'entrepreneur, qui as fait des erreurs? C'est pas grave. Est-ce que c'est ton équipe? Est-ce que c'est ton marché? Et donc, comment tu pivotes? Donc, tu pivotes en permanence, en fait. Il faut quand même avoir des objectifs et avoir une certaine consistance. Mais moi, souvent, dans mon métier, on appelle ça des sprints. Donc, en général, le maximum de temps que je peux rester sans pivot, le maximum, c'est 3 mois. Mais en général, c'est plus au mois le mois. Donc, moi, dès le début, lorsque les gens entrent dans mon entreprise, je leur dis que chez nous, on a beaucoup de qualités, on a beaucoup de défauts. Une de nos qualités qui est aussi un défaut, c'est que la boîte, elle bouge tout le temps. Je pense qu'au moins 10 fois par an, je dois dire aux équipes, allez, nouvel orga. Allez, on change l'organisation. Et donc souvent, les équipes sont en mode, ah, encore une fois. Je vous l'ai dit. Je vous ai dit que ça bougerait. On veut la meilleure organisation. Et vous aussi,
Moi, je ne suis pas pour des postes, je suis pour des rôles. Parce que les rôles de l'entreprise évoluent. Et donc, quelqu'un peut arriver pour un rôle et 3 mois plus tard faire un autre rôle. Si la boîte évolue, c'est normal que tu évolues avec. Et donc, je le vends comme une qualité, mais attention, ça va bouger, les gars. Chez moi, ça bouge. On n'est pas pour des organisations sclérosées. Si à un moment, l'organisation n'est pas optimisée, on la bouge. On va dire, et c'est OK de bouger l'organisation parce que je préviens les gens. Donc, pour répondre vraiment à ta question, si on n'atteint pas, on le voit dès le début. Donc, on refait, quand je dis du reforecast, c'est-à-dire qu'on ajuste. En français, c'est ça. C'est-à-dire que si on voit qu'au bout d'un mois, on a fait 1% de l'objectif, je ne vais pas attendre 3 mois. Je vais dire, OK, les gars, soit on a visé trop haut, mais c'est pas grave. Donc là où on a dit 100, bon, ben, ça m'arrive de faire des erreurs, les gars. Mais du coup, là où on a dit 100, on va dire 10. Et est-ce qu'on est capable de faire 10 ? Est-ce que la boîte est rentable si on fait 10 ? Peut-être que oui. Donc on a une croissance pour 10. Parce que peut-être qu'on n'a pas les bonnes personnes autour de la table. Peut-être qu'on a été trop ambitieux sur la capacité à recruter des clients, la capacité à recruter des équipes. Donc j'ajuste en permanence pour ne pas décevoir. À la limite, mieux vaut décevoir le premier mois. Non, mais c'est pas grave. Plutôt qu'à prendre le 11e mois que tu es à 5%. Parce que là, tu déçois tout le monde, personne n'a ses bonus. Au final, c'est compliqué. Donc, le fait d'ajuster en permanence grâce à sur notre métier, on appelle ça des sprints, et donc de voir tous les mois les équipes, moi, je les vois à la semaine pour le suivi du plan. Et tous les mois, on a un ajustement sur... En fait, on regarde les chiffres et on ajuste sur le mois d'après. Le pilotage, c'est clé aussi. Si tu ne pilotes pas ton entreprise et si chacun de ton équipe ne pilote pas son équipe, ses chiffres, la boîte, elle va nulle part. C'est quoi ton rôle quand tu as 650 salariés ? Comment est-ce que tu organises tes journées ? Qu'est-ce que tu fais de tes journées ? Et quelles sont les métriques que tu suis au quotidien ? Enfin, comment est-ce que tu gères ta boîte dans cette position ? Premier point, ce que je fais toujours, c'est d'embarquer tout le monde. Toujours, tous les jours, toute la journée. Je commence 80% de mes réunions en disant, je pense que ceux qui sont avec moi depuis 11 ans, ils en ont marre, mais c'est pas grave. Je leur dis toujours, notre vision à Womanity 2050, c'est de changer le monde du travail grâce à la force de l'agile, de l'innovation et de la coopération. Tu répètes ça tout le temps ? Tout le temps. Notre mission, notre ambition, c'est de devenir la référence internationale en transformation agile et digitale. Notre mission, c'est faire en sorte de devenir le best place to grow, le lieu dans lequel tout le monde grandit et s'épanouit. Nos valeurs, ce sont celle-là, celle-là, celle-là. Ça me prend 1 minute. Je commence ma réunion. Je dis OK, maintenant on commence. Est-ce que tout ce qu'on fait est dans nos valeurs, dans notre vision, dans notre mission, dans notre ambition ? Donc déjà, ça remet les gens dans le contexte. Pendant le Covid, tous les matins, mon mantra, c'était ça. Parce que pendant le Covid, tu es obligé de prendre des décisions qui sont potentiellement difficiles. Tu es obligé de licencier parfois, alors que c'est la pire des choses pour moi à faire, mais on est obligé. Un entrepreneur, il doit être capable de licencier. Mais par contre, moi, je vis ça comme une contrainte nécessaire et obligatoire pour la survie de l'entreprise, mais c'est quelque chose que je n'affectionne pas particulièrement parce que si je crée une entreprise, c'est pour recruter, pas pour licencier. Mais ça fait partie du job. Mais par contre, du coup, pendant le Covid où on a dû prendre des décisions, chaque fois, je pensais à l'ensemble et donc je me disais tous les matins, est-ce que je suis en phase ? Malgré ce que je fais, est-ce que je suis en phase avec ma vision, mon ambition, mes valeurs et les comportements que je veux dans l'entreprise ? Et quand tu licencies comme ça un peu plus massivement pour le Covid, à quel moment tu te dis je retourne dans la phase de croissance, je réengage ? Déjà, j'ai pas fait massivement. Ok. J'ai fait plus massivement peut-être qu'à d'autres moments, mais par contre, j'ai quand même fait par rapport aux valeurs de l'entreprise. Donc, je me suis dit qui a le plus les valeurs de l'entreprise, qui a le plus Womanity en soi, qui va m'accompagner encore, quelle est l'équipe avec laquelle je vais faire face. C'est le plus important. Et qui ne sera pas là-dedans, à la fois pour eux, parce que la personne, quelqu'un qui est dans un poisson qui est dans un mauvais bocal, c'est pas bon. Donc il faut que chacun soit dans son bocal aussi. Donc c'est important quand même de rester en phase. Et donc même dans ces moments-là, je me disais, OK, je suis en phase avec mes valeurs. Donc pour répondre aussi à ta question, donc je dirais que la première, c'est le fait d'embarquer tout le monde sur mon travail au quotidien. La deuxième, c'est moi, j'ai des points hebdo
pour suivre le plan de chaque personne de mon équipe. C'est toi qui établis le plan avec eux ou c'est eux qui le font tout seuls? C'est une très très bonne question. La réponse c'est on le fait conjointement. C'est-à-dire que d'abord, c'est comme les objectifs. Moi, je fixe rarement des objectifs à mes équipes. Je leur demande à eux de se committer. Et je peux vous dire que vous avez plus de résultats en demandant à vos équipes de vous commiter que vous à leur fixer des objectifs. Pourquoi? Parce que si vous leur fixez un objectif qui est trop élevé, ils vont dire « Oh là, c'est un fou, jamais j'y arriverai ». Et donc, ils vont vous challenger et ce ne sera pas une bonne discussion. Soit vous donnez trop bas, c'est bon, je vais l'avoir. Vous ne pouvez pas tomber là où il faut. Alors que si c'est lui qui se commit, s'il se met trop haut, c'est son histoire. S'il se met trop bas, vous pouvez toujours lui dire « T'es certain? Regarde l'historique du passé. Regarde les objectifs à venir. Est-ce que tu penses que tu es cohérent avec cet objectif-là » Et du coup, automatiquement, il sera tenté de se dire « Je vais quand même aller plus loin ». Et donc, vous le challengez. Par contre, au final, c'est son objectif à lui. Et donc, il va se committer, il va tout donner pour y arriver, beaucoup plus si c'est lui qui se commit que si c'est vous qui le committez. Donc ça, pour répondre à ta question, le plan, on le fait à deux. C'est-à-dire qu'eux se committent sur le plan. Moi, j'ai le plan à long terme. C'est moi qui le donne, le plan à long terme. Et je donne même le plan à moyen terme pour l'entreprise, voire même à court terme, à 1 an. Et après, eux décident par rapport à mon plan, par rapport à mes OKR, eux décident de se committer à leur niveau. Et comme ça, et puis eux savent au fond ce que moi je veux. Donc à la fin, ça se fait très naturellement. Mais au final, le plan, une fois qu'on l'a, moi ce qui m'intéresse, c'est surtout que, en fait, c'est la cohérence et la consistance. C'est-à-dire qu'eux soient cohérents dans leur plan pour atteindre l'objectif final de l'entreprise, chacun sur sa partie, premièrement. Et deuxièmement, qu'après, ils suivent le plan. C'est bien plus important le suivi du plan que passer... Parfois, il y a des boîtes qui passent des semaines à faire les objectifs, des mois, des années. Peut-être pas des années, mais en tout cas des mois à faire les objectifs de l'année. Souvent, les entreprises disent « Ah, ça y est, on a les budgets, on finit nos budgets en avril ». Ils ont passé 4 mois à faire leur budget. Ça ne sert à rien. Voire parfois, les équipes finances passent 6 mois. Alors, au moins, ça ne sert à rien. On sait à peu près où on va. Et donc, ne pas trop perdre de temps à faire des budgets ou des objectifs. Les personnes sont, elles, mieux placées pour le faire. Il faut donner l'objectif final. Les gens se committent et après, on suit le plan. Et le suivi du plan, pour moi, est beaucoup plus important que le reste. Et donc, le plan, pour que ce soit bien suivi, je dirais pour moi, il y a évidemment le point annuel, mais encore le point annuel, il n'existe pas. Pour moi, c'est mensuel. Donc, les entreprises sont pilotées financièrement au mois le mois. Et moi, je suis le plan de chacun des membres de mon équipe de manière très rigoureuse à la semaine. Résultat, mes journées, je pense que j'ai à peu près chaque jour, donc on va dire une moyenne de 6 jours, parce que je travaille aussi le week-end, on va dire une moyenne de 6 jours, j'ai à peu près 7-8 points hebdo par équipe, par personne, on va dire, par leader. Parce que j'ai pas mal de leaders, parce que j'ai beaucoup de pays par jour. Okay. Et après, le reste, ça va être sur des points projets, sur les gros projets qu'on a avec des clients. Ça va être des rendez-vous clients, des nouveaux clients ou le suivi de certains clients. Et ça va être aussi, je fais encore des entretiens pour des personnes clés. Des entretiens depuis 1998, je fais des entretiens toutes les semaines. Il n'y a jamais une semaine où je ne fais pas d'entretien. Évidemment, les semaines où je suis en scaling, où je suis en création de société, là, je vais faire 20-30 entretiens par semaine. Mais par exemple, aujourd'hui, cette semaine, on est mercredi après-midi, j'ai déjà fait 5 entretiens. Pour quel poste? Pour des C-level ou c'est pas que. Différents postes. Okay. Pour des postes stratégiques. Pour que tu vois que les gens qui rentrent dans ta boîte, ils soient bien coordonnés avec ta vision. Oui, et un poste stratégique n'est pas forcément un C-level. Ok, c'est vrai, tu as raison. Une hôtesse d'accueil peut être stratégique. Oui. Pourquoi? Parce que toutes les personnes qui vont passer par l'accueil, les candidats, les clients, vont passer par cette personne. Et cette personne-là, c'est l'image de l'entreprise. C'est l'image de l'entreprise, c'est la première image. Donc je peux dire, je fais le dernier entretien, même de 10 minutes, mais je le fais. Pour voir la personne, si elle est souriante, si elle a un esprit de service. Donc je peux le faire. Ce n'est pas certain, mais je peux le faire. Cette semaine, par exemple, sur les 5, ce n'est pas le cas tout le temps, mais j'ai vu 2 stagiaires. Okay. Parce que c'était 2 stagiaires sur des postes qui sont ultra importants pour moi. Sur les 5, il y en a que tu as refusé parce que ils sont passés par toute ton équipe avant, donc toi, tu es l'étape finale. Oui. C'est quoi ton taux d'acceptation? Sur les 5, j'en ai refusé 2,
j'en ai accepté 2 et la 5e est en balance. Ok. Et pour le coup, c'est marrant parce que c'est 2 stagiaires et 3 C-level. Ok. Donc, il n'y a pas le niveau est très high level pour le coup, les 3. Mais du coup, j'ai fait les entretiens. C'est pas toutes les semaines. Je dirais qu'il y a des semaines où je peux en voir que 2, des semaines où je peux en voir 10. Là, par exemple, juste avant de venir, on m'a calé 2 entretiens pour le Maroc, un samedi, un dimanche. Voilà. Pour des rôles, pour un sales et pour une personne C-level aussi. Donc, au final, je vois, c'est quand même important pour moi de voir les personnes quand même qui composent l'entreprise. Et puis pour moi, c'est quand même la base de voir des candidats. Comment tu fais le suivi de tes équipes? Est-ce que tu as des notes au papier? Est-ce que tu utilises des logiciels? Est-ce que c'est tes équipes qui elles-mêmes viennent avec leurs chiffres et toi, On a utilisé beaucoup de logiciels. Au final, maintenant, on fait, on va dire, à la mano, c'est-à-dire sur je dirais des Excel sheets quoi, sur Google, où derrière, on va suivre le plan d'action. Et à la semaine, il y a les actions. Chacun donne les actions. Parce que moi, comme je l'ai dit, moi, je suis au mois. Donc, il y a les objectifs financiers et les objectifs. Et après, je les découpe à la semaine. Et en début de semaine, on se dit ce qu'on va faire sur la semaine. Donc, la personne qui est là va se committer sur la semaine pour atteindre l'objectif du mois. Et à la fin de la semaine, ou le lundi d'après, si c'est le lundi, on va dire, OK, qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui n'a pas été fait? Pourquoi ça n'a pas été fait? Et comment on va faire en sorte que ce soit fait? Est-ce que je peux t'aider? Donc moi, c'est pour ça qu'aussi, j'interviens beaucoup de manière opérationnelle. Je sais que ce n'est pas forcément un modèle de management d'intervenir autant, mais moi, j'adore être hands-on. Moi, je suis vraiment un fondateur, entrepreneur jusqu'au bout des ongles. Et moi, j'adore aussi être opérationnel sur beaucoup de sujets. Et suivre sur beaucoup de sujets les choses parce que aussi l'expérience m'a montré que lorsque les choses souvent ne sont pas suivies, c'est pas évident. Donc moi, je mets des sondes un peu dans tout en fait. Et quand je vois qu'il y a un problème, c'est comme une voiture, s'il n'y a plus d'huile, je vais rentrer dans le moteur. Et c'est le fait de rentrer de manière profonde dans le moteur qui va faire aussi que je vais pouvoir rapidement intervenir. Parce qu'il n'y a pas pire que ne pas intervenir et voir un problème qui grossit. C'est comme un furoncle grossit. Après, ça explose et ça va éclabousser tout le monde. Si par contre, le problème, tu le prends dès le début, le problème, il peut durer 1 heure, le problème. Donc, je vais rentrer aussi dans les sujets de manière pointue et parfois très, très fine. Tu n'as pas peur en rentrant de manière opérationnelle dans ton business que des fois de faire des step back parce que moi, par exemple, ça m'arrive aussi régulièrement sur les points les plus importants de la boîte, de retourner et de revoir avec la personne que j'ai placée là si on est bien aligné sur tout ce qui se passe et si tout se passe correctement. Comment tu fais quand tu as une aussi grosse... Parce que moi, j'ai une toute petite boîte, mais comment tu fais quand tu as une grosse boîte de se dire, je retourne faire cette tâche plus ou moins basique? Et est-ce que ça, tu te dis pas, ah merde, il y a un truc dans le process qui va pas? Est-ce qu'au final, je ne devrais pas mettre quelqu'un au-dessus de cette personne-là plutôt que d'aller le faire moi-même? Déjà, de base, j'aime ce que je fais. Okay. Donc, ce n'est pas une douleur de descendre très bas, premièrement. Deuxièmement, quand je descends pas seul. Je descends avec l'autre personne qui ne l'a pas fait et je lui montre aussi d'une certaine manière comment faire à ma façon. Et donc l'autre personne aussi s'en inspire. Juste avant, ce qui s'est passé aussi, juste avant de venir, j'ai appelé une personne de mon équipe et je lui ai dit là-dessus, je pense que derrière, tu devrais reprendre ça. Et tu sais quoi, viens, je fais le rendez-vous avec toi. Sur le rendez-vous d'1 heure, je vais au moins faire le premier quart d'heure. Je vais te montrer et après je m'efface. Et comme ça au moins, la personne sait là où elle a un peu fait défaut, mais c'est pas grave. Et du coup, elle voit aussi que moi, je suis capable de le faire. C'est toujours bien, c'est comme demain, c'est un entraîneur, mon rôle c'est un rôle d'entraîneur. Donc un entraîneur, si à un moment il voit que tu fais mal le geste, il te remontre le geste et après c'est à toi de bien le faire et puis il te le remontre jusqu'à ce que tu saches bien le faire. Et puis si à un moment tu le fais bien et puis que 3 mois plus tard tu oublies, il te dit attends, je vais te montrer. Et voilà. Et moi c'est ce que je fais en permanence. Mais c'est pas grave. C'est important de répéter. Les équipes, pour moi, ça a toujours été, c'est un peu comme mes enfants d'une certaine manière. Donc ça veut dire que les enfants,
C'est quoi les secrets? C'est de répéter, répéter, répéter. Les équipes, c'est pareil, c'est répéter, répéter, répéter. C'est parce qu'on dit souvent aux gens, c'est déléguer, prenez de la hauteur, puis après retournez dedans. Parce que moi, je te dis, pour moi, c'est un jeu vraiment de bipolaire parce que je fais exactement la même chose que toi. On délègue, puis on retourne dedans au milieu, puis après on retourne même tout en bas, puis on recommande. Et en fait, les gens pensent qu'il n'y a qu'une science. Alors en fait, non, il n'y a pas de science. C'est juste que une entreprise, c'est une usine à gaz et que toi, en tant qu'entrepreneur, tu dois aller boucher les trous partout. C'est ça. Il n'y a pas de recette magique. Oui, il faut déléguer. Si tu ne délègues pas, tu restes seul et ton entreprise ne grandit jamais. Donc oui, il faut déléguer. Mais comme je dis tout le temps, il faut faire grandir ces équipes en permanence. Et les faire grandir, ce n'est pas les laisser seuls. Et les équipes, oui, il faut leur donner la confiance, il faut leur donner de l'autonomie pour qu'ils puissent grandir, mais il faut les former avec les meilleures formations qui existent, si tu veux que ça devienne les meilleurs managers qui existent. Mais aussi, il faut qu'ils te voient à l'œuvre. Et parfois, ils peuvent se tromper. Et plutôt que de se dire « Ah ben, il n'est pas bon, je le change ». Déjà, le coût de changer quelqu'un, déjà, c'est très compliqué. C'est très long d'avoir la bonne personne. La meilleure personne, c'est celle où tu as choisi un mindset, d'abord, avec des compétences, et qu'après, tu vas faire grandir. C'est comme une plante, en fait. Les faire grandir, grandir, grandir. Et après, à un moment, tu n'auras peut-être plus besoin d'y aller. Mais souvent, moi, je suis un peu le sparring partner de toutes les personnes que j'accompagne, en fait. Tous mes leaders, je suis leur sparring partner. Et ils savent du coup qu'ils peuvent m'appeler à n'importe quel moment. Et ils savent que je ne vais pas leur rentrer dedans s'ils commettent une erreur. Ou si je le fais, ils savent que ce n'est pas grave. Leur rôle ne sera pas en jeu parce qu'ils ont commis une erreur. S'ils ont le bon mindset. Et si c'est une erreur qui est pas une erreur, entre guillemets, on va dire, grave et qui atteint une confiance. C'est-à-dire que quelqu'un qui va me mentir, c'est une erreur très grave pour moi. Parce que je fais tout pour qu'on ne me mente pas. Si on me ment, si l'un des membres de mon équipe est dans mon équipe, il n'y a personne qui me ment. Ils peuvent ne pas me dire des choses en pensant c'est bon, JC, il a pris de la hauteur. Mais par contre, ou bon, c'est pas grave, ça va se régler, donc on ne lui dit pas. Mais ils vont pas me donner une information erronée. Parce qu'ils savent que, alors là, s'ils me donnent une information erronée, alors qu'ils la connaissaient, ils savent que là, je vais être intransigeant et que là, je peux dire à la personne, c'est terminé, je ne veux plus jamais te voir. Pourquoi? Parce que moi, je ne leur mens pas et je leur laisse la possibilité de se tromper. Donc, pourquoi me mentir? Et c'est pour ça que les personnes qui sont autour de moi, on va dire mon top 20 est avec moi depuis à minima. La personne qui est arrivée peut-être le plus récemment dans le top 20, ça fait peut-être 8 ans qu'il est avec moi. Les autres, ça fait 15 ans, 16 ans, 17 ans. Et comment tu gères par exemple, après, c'est vrai que ça fait 15-16 ans. Tu n'as pas trouvé ta Dream Team du premier coup. Enfin, pas du premier coup, je veux dire. Tu as des gens qui te suivent depuis 2000 ou quelque chose comme ça? Oui. Ah oui, il y a une personne, elle me suit depuis 96, 97. Et enfin, tu vois, du coup, à chaque fois, tu élèves son niveau de compétence alors? Ouais. Ok, incroyable. Ah ouais, je l'élève et elle s'élève aussi à mes côtés. Et la confiance, elle est totale. Et c'est pour ça que je dis, mon équipe ne m'a jamais menti. Je n'ai jamais eu un mensonge. Des omissions, oui, comme j'ai dit, pour des raisons diverses et variées. Au début, ils ne me connaissent pas, ils vont mettre des choses. Mais au final, je leur dis, ça ne sert à rien de me mentir. Et encore moins, ne vous mentez pas à vous-même. Parce que souvent, j'ai des membres de mes équipes ou certains entrepreneurs qui arrivent dans l'écosystème qui vont se mentir à eux-mêmes. Il faut pas. Il y a un entrepreneur hier qui me disait, un entrepreneur en général, très souvent, et c'est mon cas, il a une distorsion avec la réalité. C'est-à-dire qu'il a sa réalité. C'est vrai. Mais par contre, c'est quand même bien qu'il connaisse quand même la réalité et qu'il soit conscient de la distorsion de sa réalité aussi. Et ça, c'est important aussi d'être au moins conscient soi-même et de ne pas se mentir à soi-même. Un entrepreneur, c'est quelqu'un d'optimiste, mais qui est aussi toujours prêt qui est toujours préparé aussi au pire et qui est prêt à tout avoir. Comme tu disais, il y a un côté très bipolaire, hein, c'est-à-dire qu'en permanence, il faut être là à gérer les problèmes, en permanence à être smile. C'est pas quelque chose d'évident. Mais par contre, l'équipe, c'est clé. Et l'équipe avec laquelle je suis moi, c'est aussi ma force. C'est-à-dire qu'au final, oui, un entrepreneur, il est solo, il sera toujours solo. Mais s'il a une équipe forte, au final, moi en l'occurrence, mon cas, c'est que ma force, c'est aussi mon équipe. Je sais que eux peuvent tout me partager et moi, je peux presque tout leur partager.
tout, c'est pas possible. Parce que si je leur partage tout, parfois, je vais trop les démotiver. Et je peux pas les démotiver. Je peux pas leur dire des matins où je me lève ou des soirs où j'ai envie de tout péter, où je suis down. Et ça, ils voient jamais que je suis down. Je pense que dans mes équipes, je pense pas qu'ils ont déjà vu, certains qui travaillent avec moi depuis 10 ans, ils m'ont jamais vu down. Il faut pas qu'ils me voient down. Parce que si moi, je leur montre que je suis down, derrière, je pourrais jamais les remotiver le lendemain. Parce que tu sais pas où est-ce que ça peut descendre lorsque quelqu'un est down. Et après, il faut le ramasser. Donc, c'est pas possible. Donc, il faut qu'ils voient toujours ce côté-là. Que je suis un conquérant et que je donne tout. Et c'est ce qui est le cas. Mais parfois, en fin de journée, il y a des fois où, à force d'avoir des mauvaises nouvelles, je ne suis pas surhumain. Hein, ou en tout cas, même les surhumains, il y a des moments où ils sont down. Comment tu fais pour te remonter quand tu es down? Alors déjà... Est-ce que tu restes down plus de 24 heures? Non. Non. Déjà, ça peut arriver souvent le soir. L'accumulation des mauvaises nouvelles et des problèmes, ça arrive le soir. Donc, je me dis, c'est quoi les urgences que tu as là sur l'instant? Donc, finalise tes urgences en mode robot. Et ferme tout. Tu fermes. Là, je passe à autre chose. Je regarde une série. Je fais autre chose pendant une demi-heure, 3/4 d'heure. Et je me couche. Et éventuellement, si je pense encore pendant la série à autre chose, etc., je me prends un cachet pour dormir de plantes, quoi, genre de la mélatonine ou un truc comme ça, toujours sain, jamais d'autre. Un truc où je sais que ça va me faire dormir plus et pas penser à mes problèmes. Le matin, je me lève. Soit, ça y est, je suis passé à autre chose, j'ai mon mantra du jour en me disant, ça y est, c'est bon, je suis reparti. Soit, si jamais ce n'est pas le cas, j'ai ma vidéo la plus inspirante du monde, voilà, que j'ai toujours la même depuis 20 ans. Et quand je vois cette vidéo-là, je sais que, et je la regarde en moyenne, si ça va bien, je la regarde 4 à 5 fois par semaine. Et si j'ai pas le moral, je me la mets en boucle jusqu'à ce que j'ai le moral le matin. Je ne pars pas tant que j'ai pas un moral de conquérant. Et franchement, cette vidéo-là, bah, tu vois que Walt Disney, que Abraham Lincoln, que... elle est longue en plus cette vidéo, non? Elle fait 5 minutes. Okay. Tu vois que Schwarzenegger, tu vois que tous les gars les plus inspirants et les plus forts de la planète ont multiplié leurs échecs. J.K. Rowling, la nana qui a... Alors elle te dit, on ne peut rien réussir sans de multiples échecs. Et en fait, je vois ça et je me dis, hey mec, c'est bon, en fait, relativise en fait. C'est pas grave. Et puis au final, tu dis, j'ai la santé. Ma famille a la santé, donc c'est bon. Et même si c'est pas le cas, je n'ai pas le choix que d'aller me battre. Et là, je me mets ça et le maximum, c'est après 3 vidéos, mais toujours la même. Normalement, le maximum, c'est après 3, ça y est, je suis parti. Je suis parti, là, je me prends une douche très froide, je me fais une grosse séance de sport, je me reprends une douche très froide, et là, je vais casser les montagnes. Et c'est fini. Donc, ça ne dure jamais plus de 24 heures. Comment est-ce que tu gères les égos de tes équipes, surtout peut-être de ton top, qui sont des gens extrêmement compétents? Est-ce que tu as déjà eu des problèmes avec ça par le passé? Oui. Je les ai eus. En général, je leur montre toujours, par l'exemplarité, que je n'ai pas d'ego. Et du coup, je casse leur ego en cassant mon ego. Donc, je leur montre que moi, au final, j'en ai rien à foutre. S'ils sont plus forts que moi, ben, je leur dis prenez mon job. Et s'ils ont un ego l'un envers l'autre, je dis ben, tu sais quoi, si tu penses que tu es plus fort que lui, c'est ça. Ben, vas-y, prends son job. L'autre, je dis ben, tiens, tu sais quoi, si tu veux, prends le mien. Et derrière, à un moment... les égos dans l'équipe, et d'ailleurs dans mon équipe proche, mon top 20, il y a 0 égo. 0. Il n'y en a pas un qui pense être meilleur que l'autre. Mais est-ce que c'est des gens que tu as choisis qui n'avaient pas d'ego? Est-ce que c'est toi qui as instauré ça et qui a fait que ça a changé? Est-ce qu'ils ont évolué? Comment? Les deux. Et aussi des gens qui ont trop d'ego. Il faut qu'il y ait de l'ego, en fait. Comment dire? J'aime bien les titiller l'ego. Donc il faut qu'il y ait de l'ego. Mais par contre, il ne faut pas qu'il y ait trop d'ego. Parce que s'il y a trop d'ego l'un envers l'autre, ça ne va pas être bon. Mais qu'il y ait de l'ego, c'est bien, c'est naturel, et c'est bien à un moment de vouloir se sentir grand, beau, fort, et tout ça. C'est aussi la confiance que tu vas engendrer. Donc c'est bien de l'avoir. Mais après, mon équipe, elle m'a comme image. Donc derrière moi, mon ego,
c'est un Wigo. C'est-à-dire que mon ego, moi, je suis heureux quand on réussit ensemble. Donc, je ne me félicite que du succès commun. Et dès qu'il y a des réussites communes, je vais les mettre en avant. Dès qu'on fait des événements d'entreprise, je vais mettre en avant mon top 10 projets que je mets en avant. Ce sont les projets, non pas les plus beaux ou les plus gros, mais les projets qui ont été faits sur plusieurs régions, plusieurs filiales, plusieurs équipes et où les personnes ont collaboré. Donc moi, en permanence, je vais mettre ça en avant. Du coup, les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire après? Ils vont aussi mettre ça en avant. Donc je crée une culture de la plus belle réussite, c'est la réussite d'équipe. Du coup, mes leaders sont aussi dans l'équipe et sont dans la même chose. C'est-à-dire que eux, oui, ils vont avoir de l'ego, mais au final, ils seront comme moi, et ils vont mettre en avant leur équipe. Et si tout le monde fait ça, au final, évidemment, ils ont de l'ego. J'ai de l'ego, je ne peux pas dire que j'en ai pas, mais par contre, moi, mon ego, ça va être la réussite d'équipe. Et eux aussi. Donc, eux vont mettre en avant leur équipe. Moi, je vais les mettre en avant eux, et en général, 9 fois sur 10, ils vont dire « Oui, attends, j'ai réussi, mais j'ai réussi grâce à mon équipe. » Ce que moi, je viens de faire avec eux. Donc, au final, c'est un cercle vertueux. Donc, oui, on en a tous. Et oui, les gens aiment bien aussi, parfois, être saucés. Et c'est mon rôle de le faire, parce qu'ils le méritent. Par contre, il faut que ce soit mérité. Je ne le fais pas si ce n'est pas mérité. Donc, je donne des félicitations à ceux qui le méritent. Et 9 fois sur 10, par humilité, ils seront contents d'avoir les félicitations de ma part. Mais par contre, ils ne vont pas les accepter vraiment. Ils ne vont les accepter que via leur équipe. Comme moi aussi, je suis content d'avoir des félicitations. Mais je vais être content, encore plus content de les partager. Et résultat, c'est un cercle vertueux qui fait que, d'ailleurs, tous ceux qui ont eu trop d'ego, ou ils ne sont pas restés, ou je ne les ai pas gardés. Ceux qui étaient que pour leur ego. Et tu disais que beaucoup de gens, du coup, ton top 20 sont des entrepreneurs. Comment tu fais en sorte de les garder? T'as pas peur, du coup, vu que c'est des gens extrêmement talentueux qui partent? Ben non, t'as pas peur, mais comment est-ce que tu gères cette relation-là entre des gens qui sont extrêmement talentueux et qui sont entrepreneurs, qui peut-être pourraient avoir envie de partir et de faire leur truc de leur côté? Comment est-ce que tu gardes les gens autour de toi? Si c'est des vrais entrepreneurs, je leur dis, tu sais quoi, s'ils ont envie, il y en a qui ont envie. Je leur dis, vas-y. Voilà, si tu veux, tu peux créer. Moi, aujourd'hui, j'ai besoin d'avoir une boîte là-dedans, 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 là-dedans. Donc, vas-y, crée-la demain. Par contre, tu n'auras pas les mêmes avantages. Donc, tu es entrepreneur, tu es entrepreneur. Tu n'auras pas tous les risques d'un entrepreneur total parce que je suis derrière toi. Voilà. Par contre, attention, tu ne vas pas gagner le même salaire. Tu ne peux pas gagner le même salaire quand tu gères 300 personnes que lorsque tu gères une personne. La boîte, elle fait faillite. Donc, oui, je t'accompagne. Je te mets tous les moyens, RH, financiers. En fait, je leur apporte tout ce que moi, on ne m'a pas apporté. Moi, on ne m'a pas apporté ça. Moi, si on m'avait apporté d'être, entre guillemets, entrepreneur dans un groupe, j'aurais jamais été entrepreneur tout seul. Et ce n'est pas très grave. Et j'aurais été très heureux d'être entrepreneur et d'avoir une énorme boîte dans une boîte encore plus énorme. C'est juste qu'on ne m'a pas proposé cette opportunité. Je l'ai demandé. Hein. Moi, j'ai demandé. Ah oui, à mon ancien patron, je lui ai dit, s'il te plaît, permets-moi d'entreprendre parce que je suis un entrepreneur, j'ai déjà entrepris avant. Là, je vais recréer une boîte. Donc, de toute manière, je vais la créer. Donc, si je la crée chez toi, c'est mieux. Et je suis prêt à prendre que 10% de la boîte ou 5% de la boîte. Voire même, si tu veux, mets-moi 1% et permets-moi de monter tous les X milliers ou centaines de milliers ou millions d'euros de chiffre d'affaires. Moi, j'aurais été très bien parce que moi, j'ai fait tellement de sacrifices en tant qu'entrepreneur sur mes boîtes. Moi, si mon ancien patron, d'ailleurs, au final, il ne l'a pas fait. Mais après, il l'a regretté, il l'a fait avec d'autres parce que du coup, il m'a racheté. Et il a fait avec d'autres personnes après en se disant, les plus talentueux, mieux vaut que je les incube, entre guillemets, plutôt que je les rachète plus tard, ça me coûte beaucoup plus d'argent. Et moi, c'est ce que je fais. Moi, aujourd'hui, dans Wemanity, je n'ai pas une boîte. J'ai au moins, je crois que j'ai 16 ou 17 filiales. Et chaque fois, la tête, c'est l'entrepreneur. Et chacun des entrepreneurs est actuellement ou a été soit actionnaire, soit il a eu un deal sur chaque projet. Alors, tous, soit ils ont eu des deals, soit ils ont été actionnaires. Voilà. Et parfois, certains, au début, je leur dis actionnaire, mais parfois, c'est plus intéressant d'avoir un deal, de se dire, là, tu démarres à 0 ou à 10. Allez, disons que tu démarres à 10. Arrivé à 50, je te donne X dizaines ou centaines de milliers d'euros. Au final, tu ne prends pas de risque, il faut que tu arrives à ton objectif. Et ça revient au même
que d'être actionnaire. Mhm. Donc il y a plein de possibilités. Si on est créatif, il y a plein de possibilités pour rendre entrepreneur des personnes. Et comme je le disais tout à l'heure, un entrepreneur, ce n'est pas forcément quelqu'un qui est majoritaire dans sa boîte ou qui est actionnaire de sa boîte. Un entrepreneur, moi j'ai des personnes au final qui ont gagné plus d'argent avec moi en ayant des deals plutôt que certains qui étaient actionnaires. Voilà. Dernière question pour pas qu'on dépasse le format. Non, vas-y. Qu'est-ce que tu dirais quel conseil tu donnerais au gars qui a un commerce, tu vois, il entreprend à sa petite échelle, il a 2-3 salariés, etc. Il a envie de se développer, mais il se sent pas avoir l'ambition de créer une énorme boîte, une licorne ou quoi, mais il veut se développer, tu vois. Parce que tout ce dont on a parlé ici dans cet épisode, c'est basé sur ton expérience qui est de construire des boîtes qui sont des énormes boîtes, tu vois. Mais à plus petite échelle, tu vois, c'est pas les mêmes sujets, c'est pas les mêmes contraintes, c'est pas les mêmes problématiques. Je sais pas si tu as... Oui, déjà moi, c'est vrai que j'ai monté ces boîtes-là, on en parle beaucoup parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup des plus grands succès, Ouais. mais j'ai monté aussi des petites structures C'est bon, ça. de zéro et qui sont montées à 500 000 euros de chiffre d'affaires et qui vivent bien à 500 000 euros de chiffre d'affaires, d'autres à 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Donc, éventuellement sur notre podcast, on pourra parler des plus petits projets que j'ai scalés à un petit niveau. C'est pas les mêmes problématiques, du C'est coup. pas les mêmes problématiques, les autres problématiques qui sont tout autant intéressantes. Et c'est juste que là, on a parlé de ça, des projets à 100 millions, mais on pourrait tout à fait en parler. Donc moi, ce que je dirais, c'est que déjà, si jamais, donc là tu prends l'exemple de s'il souhaite se développer, s'il ne souhaite pas se développer, c'est pas grave non plus. Et je te rajoute un peu de contexte. Je dirais qu'aujourd'hui, il est partout dans son business. Il est au four, au moulin, il sait pas trop comment déléguer, recruter une équipe. Il a pas trop de temps, il bosse beaucoup, il gagne pas si bien que ça sa vie, tu vois. Mais il veut se développer. Alors déjà, malgré tout, que ce soit un business de 0 à 100 millions ou de 0 à 100 000 ou de 300 000 euros par exemple à 600 000 euros, ce qui est déjà bien pour une entreprise, pour une PME, on revient toujours sur le premier critère, c'est le plan. Quel est ton plan ? C'est-à-dire qu'est-ce que tu veux faire, où tu veux aller ? Quelqu'un qui ne sait pas où il veut aller, il ne s'en sortira jamais. Donc c'est quoi ? Il a un commerce, il veut le faire grandir sur quoi ? Sur quelle verticale ? Sur quelles offres ? Hier, j'ai rencontré quelqu'un, je prends l'exemple d'hier. J'ai rencontré quelqu'un qui a une salle de sport qui fait, je crois, plusieurs centaines de milliers d'euros et qui veut la doubler. Du coup, il est venu me voir, on a échangé et je lui ai donné, déjà je lui ai dit, pour la doubler, quels sont tes objectifs ? Il m'a dit, c'était pas assez clair justement, il manquait de vision. C'est exactement l'exemple que tu as. Voilà. Et du coup, je lui ai dit, déjà, il faut un plan. Mais un plan, tu l'as que si tu as ta vision. Donc déjà, quelle est ta vision ? C'était pas clair, donc je lui ai dit, on se refait un point dans une semaine et il faut une vision. Si tu l'as pas, je veux bien faire un atelier vision avec toi et aller chercher la vision que tu as. Pas de problème, on est deux, ce sera ta vision à toi, pas la mienne, mais je te ferai émerger ta vision. Donc il faut qu'il y ait une vision. Et la vision, malgré tout, il faut qu'elle soit à long terme. Même si c'est, allez, même à 5 ans, mais il faut qu'il ait une vision claire de là où il veut aller. Après, on établit le plan. Et dans le plan, en l'occurrence, c'est le même exemple. Il est seul. Il est au four et au moulin. Il a des personnes qui interviennent de temps en temps, des freelances, mais il est seul. Donc, c'est exactement le sujet. Lui, déjà, il me dit, je ne suis pas challengé. Donc, déjà, il est venu me demander de l'aide pour le challenger et pour l'accompagner. Donc, déjà, c'est bien parce qu'il fait la démarche d'aller chercher un mentor ou quelqu'un qui l'accompagne, d'aller chercher quelqu'un qui pourrait l'aider potentiellement sur du financement aussi, et notamment évidemment de déléguer. Donc déléguer, oui, mais dans un plan. C'est-à-dire, c'est quoi la priorité ? Si demain, la personne fait tout et que demain, elle décide de recruter, elle va recruter quel profil ? Moi, mon premier critère, c'est il faut recruter quelqu'un qui te permette de faire plus de chiffre d'affaires et à un horizon court terme, à 3 mois, 4 mois, il faut que la personne soit rentable pour que derrière, tu puisses aussi prendre du recul. Et soit c'est toi qui va générer plus de chiffre d'affaires pour faire en sorte que son salaire soit englobé, parce que quand tu as 0 salarié, tu passes à 1,
et que tu fais tout, c'est très compliqué financièrement. Donc, il faut être capable de payer cette personne, au moins d'avoir la trésor pour les 3 mois et que toi, tu ailles faire plus de chiffre d'affaires pour la payer ou que cette personne-là te fasse le chiffre d'affaires pour se payer elle-même. Voilà. Donc ça, c'est le premier, sur les premiers salariés, c'est quand même la base. Ou sinon, tu vas avoir un problème. Et évidemment, le risque, c'est que l'entreprise fasse faillite si elle n'a pas le... Voilà. Donc le premier, c'est d'être capable de rentabiliser ce premier recrutement, ou en tout cas, les recrutements qui vont te permettre, toi, de prendre un peu de hauteur, mais de la hauteur pour faire du business. Un autre, je trouve que la personne, c'est bien qu'elle soit venue me voir, donc de trouver soit un mentor, soit un entourage de gens qui vont te donner des conseils. Parce que souvent, celui qui est au four et au moulin, le problème aussi, c'est qu'il est tout seul. Mais il est tout seul aussi dans sa tête et qu'il n'est pas accompagné par d'autres personnes qui lui donnent des conseils. Donc, il n'a pas forcément le feedback d'autres personnes autour. Parfois, il peut avoir sa famille, sa compagne ou son compagnon. Mais le risque aussi, c'est que la personne, ça fait des années qu'elle le voit sur la même chose. Donc, elle aussi, elle est déjà biaisée par son... C'est comme si elle était dedans. Et à un moment, ça peut aussi créer d'autres problèmes. Donc, je dirais, 1, le fait de rentabiliser la personne que tu as autour de toi. Et je dirais, 2, le fait aussi d'être accompagné ou d'avoir un entourage aussi qui va t'accompagner, te donner un regard neuf aussi sur le rôle. Super. Je pense qu'on peut clôturer là-dessus. C'était top. Merci JC pour ta venue. Merci Mason, merci Marvin. On se voit dans un prochain épisode. On se voit dans un prochain épisode. Let's go. Merci beaucoup d'avoir regardé ce podcast. J'espère qu'il vous a plu. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un commentaire avec des sujets que vous souhaiteriez avoir en plus pour votre entreprise. On se dit à la semaine prochaine. Peace.